Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Rouge. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série sur les institutions de la Ve République. La dernière fois, on a vu le président de la République et aujourd'hui, on se penche sur le gouvernement et sur le chef du gouvernement, le Premier ministre. Dans une démocratie parlementaire classique, c'est le gouvernement et le chef du gouvernement, qu'il soit appelé Premier ministre ou président du Conseil ou chancelier, qui sont véritablement les pièces maîtresses de l'exécutif. On a vu dans une précédente vidéo que sur ce point-là, ils étaient concurrencés par le président de la République, mais ça n'empêche que dans le régime de la Ve République, ils conservent un poids extrêmement important. Le gouvernement, il est composé des différents ministres et du Premier ministre qui est à sa tête. Par contre, il n'y a pas de lien hiérarchique ni entre les ministres, ni même entre le Premier ministre et les autres ministres. Il peut y avoir une préséance protocolaire, c'est-à-dire qu'on dit souvent que le ministre des Affaires étrangères est le numéro 2 du gouvernement. Il peut aussi y avoir des ministres d'État, c'est un titre qui est honorifique, mais par contre, il n'y a pas de lien hiérarchique. Par exemple, le Premier ministre ne peut pas contraindre un ministre à prendre un acte, il ne peut pas non plus l'en empêcher. Bon, par contre, c'est bien le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement, déjà parce que l'article 21 de la Constitution nous dit que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, aussi parce que c'est le Premier ministre, en accord avec le Président, on l'a vu dans la précédente vidéo, qui va nommer les ministres, et aussi parce que c'est le Premier ministre qui exerce le pouvoir réglementaire. Et ça, c'est la principale des raisons, on verra ça plus en détail au cours de la vidéo. Au commencement était le président de la République. Bah oui, parce que c'est le président qui va nommer tout d'abord le Premier ministre et ensuite qui va nommer en accord avec le Premier ministre tous les ministres du gouvernement. Alors il y a plusieurs incompatibilités qui empêchent d'être ministre. Un ministre ne peut pas être parlementaire, il ne peut pas non plus être membre du Conseil constitutionnel et il ne peut pas avoir une activité professionnelle. Et donc si une personne est nommée ministre alors qu'elle est par exemple députée, eh bien c'est son suppléant qui va siéger à l'Assemblée nationale. Et à leur nomination, les ministres vont devoir faire une déclaration de patrimoine auprès de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Et il y a une spécificité qui est attachée au mandat de ministre, c'est leur responsabilité pénale. Alors ils sont tout à fait responsables pénalement, au contraire du président de la République, mais par contre quand ils vont être jugés, ce n'est pas par les tribunaux de droit commun, ils vont être jugés par la Cour de justice de la République. Et donc cette CJR, elle est composée de 15 membres, donc 12 parlementaires, 6 de l'Assemblée nationale et 6 du Sénat, et de 3 membres de la Cour de cassation. Mais c'est une institution qui est très souvent critiquée et sa suppression a été évoquée à de nombreuses reprises. Alors, le gouvernement, même s'il est nommé par le Premier ministre et par le Président de la République, il est avant tout issu de l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, le Président de la République va former son gouvernement en fonction des résultats des législatives et en fait en fonction de la composition de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, on le verra dans la prochaine vidéo, elle a une arme qui est absolument massive, c'est la motion de censure. Elle peut forcer le gouvernement à la démission. Donc si le président de la République nomme un gouvernement qui n'est pas satisfaisant aux yeux des députés, eh bien, les députés vont juste lui demander de démissionner. Alors dans les faits, une motion de censure, c'est extrêmement rare. Il n'y en a eu qu'une seule sous la Ve République, c'était en 1962, j'en ai parlé dans la première vidéo sur le président de la République. À l'époque, les députés ont voulu protester contre la volonté du général de Gaulle d'utiliser l'article 11 de la Constitution pour modifier la Constitution. Ce qui fait qu'en fait, le gouvernement n'est plus vraiment responsable devant l'Assemblée nationale et qu'il est plutôt responsable devant le président de la République. Normalement, le président de la République ne peut pas forcer le gouvernement à la démission, mais dans les faits, c'est exactement ce qui se passe. C'est le président de la République qui fait et qui défait les ministres, qui fait et qui défait même les premiers ministres. Et si le Premier ministre accepte de se faire rouler dessus comme ça par le président, c'est parce que le président, lui, il est élu directement par les Français. C'est pas le cas du Premier ministre. Et donc parce que le gouvernement en fait est issu de l'Assemblée nationale, même s'il est nommé par le président de la République, parce qu'il est issu de l'Assemblée nationale en période de cohabitation, eh bien, le président il va pas avoir le choix, il va devoir nommer le chef de file en fait du parti ou de la coalition arrivé en tête. Donc on va en profiter pour faire un petit point sur la cohabitation, parce que ça c'est une spécificité française, ou plutôt une spécificité de la Ve République. Pas mal, non? C'est français. La cohabitation, elle intervient quand le président de la République et l'Assemblée nationale ne sont pas du même bord politique. Donc ça, c'est arrivé par le passé parce qu'à l'époque, avant 2000, en fait, les mandats du président étaient de 7 ans et les mandats des députés de 5. Donc il y avait un moment où, potentiellement, au cours du mandat du président, le parti du président perdait les élections législatives. Et donc la cohabitation, c'est une spécificité de la Ve République parce que dans les autres pays, et notamment dans les autres pays européens, on s'en fout un petit peu que l'Assemblée et le président ne soient pas du même bord parce que le président, il n'a aucun pouvoir.
Le problème, il vient qu'il y a vraiment une concurrence entre le président et le Premier ministre à la tête de l'exécutif. Mais en fait, depuis la révision constitutionnelle de 2000, le mandat du président est lui aussi de 5 ans. Et au final, la dissolution de 1997, elle crée un hasard de calendrier. C'est qu'en 2002, il y a à la fois les élections législatives et l'élection présidentielle. Et donc depuis 2002, les calendriers sont alignés. Tous les 5 ans, il y a à la fois les élections législatives et l'élection présidentielle. Et donc c'est assez peu probable qu'on se retrouve à vivre une nouvelle cohabitation, mais la question s'est déjà posée en 2002 tout d'abord, quand Jacques Chirac a remporté l'élection un petit peu par surprise face à Jean-Marie Le Pen. Il n'était pas du tout assuré d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'il a créé d'ailleurs l'UMP. À l'époque, c'était l'Union pour une majorité présidentielle pour doter le président d'une majorité. C'est plus tard que c'est devenu Union pour un mouvement populaire. Et la question s'est à nouveau posée en 2017 quand Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle, mais avec un parti qui était très récent et surtout qui avait très peu de députés sortants. Mais que ce soit pour Chirac en 2002 ou pour Macron en 2017, depuis 20 ans, les présidents ont quand même leur majorité présidentielle. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va parler des pouvoirs du gouvernement. L'article 20 de la Constitution nous dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration et de la force armée et est responsable devant le Parlement. Donc on le voit, les deux choses qui caractérisent le gouvernement, c'est à la fois qu'il est à la tête de l'administration et qu'il est contrôlé par le Parlement. Et d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire le pouvoir exécutif, c'est être à la tête de l'administration. Moi, quand j'étais au primaire, on m'avait dit que le pouvoir législatif votait les lois et que le pouvoir exécutif exécutait les lois. Et j'ai toujours eu un problème avec cette formulation parce que exécuter une loi, ça veut rien dire. Et on a quand même l'impression que c'est le gouvernement qui gouverne justement et pas le Parlement. Mais donc en fait, le pouvoir exécutif, c'est être à la tête de l'administration. Et c'est un pouvoir qui est énorme puisque l'administration, elle dispose de prérogatives de puissance publique. Et ces prérogatives, ce sont des pouvoirs exorbitants de droit commun. C'est assez classe, hein. En fait, ça veut dire que ce sont des pouvoirs qui n'existent pas dans le droit commun. Parce que l'administration, elle a le pouvoir d'exproprier des personnes, elle a le pouvoir d'empêcher certaines personnes d'accéder à certains emplois, et ça, bien sûr, on ne le retrouve pas dans le droit commun. Dans le droit commun, votre voisin ne peut pas vous empêcher de faire tel ou tel métier, et il ne peut pas vous exproprier. Mais l'administration, elle, va avoir ses prérogatives de puissance publique parce qu'elle va les utiliser dans l'intérêt général. Elle va utiliser ses pouvoirs pour construire une ligne de TGV ou pour empêcher les prédateurs sexuels de travailler auprès des enfants, par exemple. Et donc être à la tête de l'administration, c'est posséder un immense pouvoir, et c'est d'ailleurs posséder le vrai pouvoir, le pouvoir régalien, le pouvoir des rois. Le pouvoir législatif, lui, il va venir encadrer et limiter le pouvoir de l'administration. Parce qu'il y a une hiérarchie entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, le pouvoir de l'administration, qui est prévu à l'article 37 de la Constitution. Il y a aussi une différence de nature entre les deux pouvoirs, puisque l'article 34 vient déterminer les domaines dans lesquels la loi s'applique, et l'article 37 nous dit que dans tous les autres domaines, c'est le pouvoir réglementaire. Et j'ai dit au début de la vidéo que le Premier ministre était le chef du gouvernement aussi par l'usage du pouvoir réglementaire. Et ça, c'est parce que les actes les plus importants du pouvoir réglementaire de l'administration, ce sont les décrets, et seul le Premier ministre et le Président de la République peuvent prendre des décrets. Les autres ministres n'ont qu'un pouvoir réglementaire résiduel, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des arrêtés, mais pour prendre un arrêté, il faut qu'une loi ou un décret le prévoie expressément. Mais en plus de son pouvoir réglementaire, le gouvernement a aussi un rôle très important dans l'élaboration des lois, et donc dans le pouvoir législatif. Parce que c'est bien le Parlement qui vote les lois, mais rappelez-vous, article 20, le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation, donc il a carrément son mot à dire. Donc pour commencer, l'initiative de la loi, elle peut être d'origine parlementaire, c'est-à-dire qu'un député ou un sénateur peut rédiger une proposition de loi, ou PPL. Mais l'initiative peut être aussi gouvernementale, et à ce moment-là on parle de projet de loi, ou PJL, et donc le gouvernement peut rédiger un projet de loi. Et en plus de ça, quand un texte est voté par le Parlement, donc article par article, les parlementaires vont pouvoir proposer des amendements, donc des modifications, mais le gouvernement aussi va pouvoir proposer des amendements. Donc le gouvernement, il peut non seulement rédiger des projets de loi, il peut aussi proposer des modifications des propositions de loi parlementaires, mais en plus de ça, et c'est assez contre-intuitif, il a aussi la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement. Bah oui, parce que c'est le Parlement qui vote la loi, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas lui qui décide de ce qu'il va examiner. Chaque mois, pendant 2 semaines sur 4, c'est le gouvernement qui va fixer l'ordre du jour. 1 semaine sur 4 est réservée au Parlement, donc en fait à la majorité, et une dernière semaine sur 4 est fixée par les groupes minoritaires et les groupes d'opposition.
Et il y a une autre excursion du gouvernement sur le pouvoir législatif, ça c'est un article que vous connaissez sans doute au moins de nom, c'est l'article 49.3. Par cet article, le gouvernement peut faire passer un texte sans même qu'il soit voté par le Parlement. En fait, le texte est réputé être voté si l'Assemblée nationale n'a pas voté une motion de censure dans les 24 heures. Donc le gouvernement va engager sa responsabilité sur ce texte, il va dire en fait aux députés, si vous n'acceptez pas ce texte, eh bien vous n'avez qu'à voter pour la démission du gouvernement. Mais on l'a vu, la motion de censure c'est une arme à double tranchant, déjà il y a très peu de chances pour qu'elle réussisse, il n'y en a qu'une seule qui a réussi depuis 1958, c'était en 1962. Mais en plus de ça, même si elle réussit, même si elle est votée, le président, derrière, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en 1962, c'est exactement ce qui s'est passé. De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale, son parti a remporté les élections législatives dans la foulée, et donc du coup, le gouvernement n'a pas démissionné. Donc en fait, même pour l'unique fois où dans la Ve République, la motion de censure a été votée, elle n'a pas mené à la démission du gouvernement. Bon, il faut quand même dire que l'utilisation de cet article 49.3 a été encadrée par la révision constitutionnelle de 2008. En effet, il n'est plus possible que pour les projets de loi de finances ou pour un texte parlementaire par session. Donc en fait, un texte parlementaire par an. Et enfin, dernière excursion du gouvernement dans le domaine législatif, ce sont les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Cet article il prévoit que le Parlement peut prendre une loi pour habiliter le gouvernement à prendre un texte sur le domaine qui normalement est du domaine législatif. Donc le gouvernement va rédiger une ordonnance et cette ordonnance va être signée en Conseil des ministres de la même manière qu'un décret. D'ailleurs, elle aura valeur de décret jusqu'à ce que le Parlement ratifie l'ordonnance et à ce moment-là, elle aura une valeur législative. Et donc le fait que le gouvernement se mêle autant du pouvoir législatif, c'est un héritage de l'histoire. En fait, pendant la 4e République, entre 1946 et 1958, l'action de l'État a été caractérisée par une très forte instabilité. Les gouvernements étaient défaits tous les 3 mois et l'Assemblée nationale n'arrivait à se mettre d'accord sur rien. Et donc le général de Gaulle, quand il arrive en 1958, il va renforcer le rôle et les pouvoirs de l'exécutif, à la fois donc du gouvernement mais aussi du président de la République, pour que le gouvernement ait les moyens d'appliquer son programme. Alors une décision très importante en ce sens, ça a été de revoir le mode électoral des députés pour qu'il y ait une véritable majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale. Mais tout ce qu'on vient de voir sur le gouvernement, qui en fait est partie prenante au processus législatif, eh bien ça participe aussi de la même idée. Et toutes ces mesures qui sont censées corriger les dysfonctionnements du parlementarisme, depuis les années 30, on appelle ça la rationalisation du parlementarisme. Et c'est une des grandes caractéristiques de la Ve République. Mais aujourd'hui, c'est aussi une grande critique qui est faite à la Ve République, puisque le Parlement est vu comme écrasé par le gouvernement, et on entend souvent que l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement inféodée au gouvernement. Et c'est en partie vrai, ça, on vient de le voir. Le gouvernement, parce qu'il se mêle beaucoup du processus législatif, et le président de la République, parce qu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, ont un contrôle qui est très important sur le Parlement. Mais on verra dans la prochaine vidéo que les parlementaires n'ont pas du tout un rôle de figurant, et qu'au contraire, ils sont la 3e pièce maîtresse des institutions de la Ve République. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour vous dire que depuis quelques semaines, je fais aussi des posts Instagram sur le droit et sur l'actualité du droit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en description. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série sur les institutions de la Ve République. Le gouvernement, il est composé des ministres et le premier... Ah, bordel de merde. Ça va être long, ça va être très très long. Eh bien, c'est son suppléant qui va siéger en son nom. Non, en plus, pas du tout en son nom, bordel. Putain, ça m'énerve, hein. Ils vont être jugés par la... J'ai oublié comment ça s'appelait d'ailleurs. J'arrive plus à parler, quoi, c'est chiant. Alors le gouvernement, même s'il est nommé par un commun accord... Bah oui, un commun accord. Non mais faut que je sais pas. Je veux pas le dire. Mais la question s'est déjà posée, elle s'est posée en 2002. À l'époque, Jean-Jacques Chirac. Voilà, finalement, c'était pas si pire.